Merci Madame Touakil. Donc voilà, bonjour à tous. C'est pour moi un plaisir de être là parmi vous aujourd'hui à l'occasion de ce beau congrès de l'ASMN et je profite pour remercier en fait le bureau de la SMACEF de m'avoir convié à cette session commune. Donc en fait, le propos que je vais traiter, ce sont les aspects cliniques ainsi que les critères diagnostiques des MOGAD et des MOSD. Donc, comme vous le savez très bien, en fait, les MOGAD et les MOSD, c'est un spectre de maladies auto-immunes confinées au système nerveux central, qui ont la particularité toutes les deux d'être médiées par des anticorps. Ce sont des entités rares, comme on va le voir. Donc, dans la NMOSD, d'accord, on a 6 corps syndromes qui vont définir la maladie sur le plan clinique. Et comme vous le savez, l'anticorps est dirigé contre le canal dédié au transfert de l'eau au niveau du pied de l'astrocyte, au niveau de l'appareil hémato-encéphalique, alors que dans la MOGAD, on va avoir plutôt des anticorps dirigés contre une glycoprotéine qui est située au niveau de la partie toute externe de la myéline, au niveau de l'oligodendrocyte. Dans la MOGAD, le phénotype clinique, il est plus large que celui de la NMOSD, comme on va le voir, et surtout, il est en pleine expansion. Donc, ce sont deux entités qui ont certaines similitudes, mais avec des différences, aussi bien sur le plan physiopathologique que sur le plan épidémiologique. Et donc, dans un premier temps, on va commencer par les aspects cliniques et les critères diagnostiques des NMOSD. Donc sur le plan incidence annuelle, donc c'est de l'ordre de 0,4 à 7,3 millions d'habitants. Donc en fait, cette différence, elle est expliquée, d'accord, par la variabilité ethnique, puisqu'il y a une prédilection pour les Afro-Caraïbiens et les Asiatiques. Donc ça touche préférentiellement les patients entre 40 et 60 ans, mais avec des extrêmes vraiment, d'accord, allant de 3 jusqu'à 80 ans. Et donc dans la littérature actuellement, il y a ce concept de late onset NMOSD, d'accord, c'est-à-dire des NMOSD qui vont démarrer au-delà de 60 ans. Ça représente quand même 30% des patients. Et il semblerait que le pronostic soit moins bon pour ces patients-là. Donc le sexe ratio, comme vous le savez très bien, c'est une nette prédominance féminine. Donc on est sur 9-10 femmes pour un homme. Et puis voilà, donc les poussées peuvent être précédées dans un tiers des cas par un phénomène infectieux et puis plus rarement par la vaccination. Et puis il y a certains cas qui ont été rapportés avec les inhibiteurs des checkpoints immunitaires. Donc, je vais attaquer le vif du sujet. Donc, les 6 corps syndromes sont la névrite optique, la myélite, le syndrome de l'aria postrema, le syndrome du tronc cérébral, le syndrome diencéphalique et le syndrome cérébral. Donc la névrite optique, comme vous le savez très bien, donc comme toute neuropathie optique inflammatoire, on va voir de la BAV à des degrés variables, on va voir la douleur à la mobilisation du globe oculaire, la dyschromatopsie. Donc dans la NMOSD, l'atteinte elle est bilatérale et simultanée chez jusqu'à 80% des patients. Elle est présente chez 35% des patients au moment du diagnostic. Et puis on a dire des symptômes, l'acuité visuelle habituellement elle a un mouvement des mains, donc elle est très très basse. Et puis même après un traitement efficace de la poussée, l'acuité visuelle elle va rester basse chez environ 60% des patients, elle va demeurer inférieure à 20 sur 200. Pour ce qui est de la myélite, donc typiquement l'installation elle est aiguë ou subaiguë. C'est une myélite transverse aiguë, c'est-à-dire le niveau sensitif, le déficit moteur, le lermite, les troubles sphinctériens et sexuels. Ça reste quand même la manifestation la plus fréquente de la NMOSD chez 50% des patients. Le DSS, on a dire des symptômes, il est à 7, donc ce qui signifie que le handicap il est important. Il y a 2 éléments qui sont très orientateurs ou très suggestifs de la NMOSD. Dans un premier temps, ce sont des épisodes de spasmes toniques que les patients vont présenter. Ils sont paroxystiques. Ils vont durer en moyenne 15 à 60 secondes et ils sont très douloureux pour le patient. Ils peuvent se répéter plusieurs fois par jour. Et puis le deuxième élément qui est très suggestif aussi, c'est le prurite neuropathique. Il faut faire très très attention parce qu'en fait dans ces myélites transverses, lorsqu'elles sont de localisation cervicale et qu'elles sont très étendues, dans 2 à 7% des cas, en fait le patient peut se retrouver en réanimation à cause d'une insuffisance respiratoire. Le syndrome de l'aria postrema, donc vous le connaissez très bien. Donc la définition c'est vomissement incoercible, nausée, ok. Donc ça va durer quelques jours, voire quelques semaines, avec une moyenne de 2 semaines. Dans les 2 tiers des cas, ça va précéder une authentique poussée de neuropathie ou de myélite avec un délai moyen de 10 jours. Et globalement, c'est observé chez 16 jusqu'à 60% des patients. Donc je vous réfère à cette publication Princeps, d'accord, donc de neurologie en 2018, qui a permis de définir en fait les critères diagnostiques du syndrome de l'aria postrema en se basant sur des critères cliniques et au besoin sur les données de l'imagerie. Et ils ont permis aussi de mettre en exergue un score de sévérité du syndrome de l'aria postrema. Le 4e syndrome, c'est le syndrome diencéphalique. Pardon. Pardon.
Donc, il est rare et voilà, on va avoir de la narcolepsie, de l'hyperphagie, un syndrome de sécrétion inappropriée d'ADH, parfois des dysrégulations thermiques ou quasiment des endocrinopathies par dysfonction de l'axe hypothalamo-hypophysaire. Le 5e syndrome étant celui du tronc cérébral. Donc, on peut avoir des paralysies oculomotrices, une paralysie faciale, une atteinte du 8, une dysarthrie, de l'ataxie. Et puis, en dernier lieu, le syndrome cérébral, qui lui est plus fréquent chez l'enfant. Donc, on peut avoir de vrais tableaux d'encéphalopathie, parfois des tableaux d'EMAD. Des syndromes de Press ont été également décrits chez ces patients. Et puis, il y a aussi des cas d'hydrocéphalie et d'épilepsie. Et puis, exceptionnellement, voilà, on peut avoir également des tableaux de myopathie aiguë avec hypercécaémie, des tableaux de myéloradiculopathie, des tableaux neuropsychiatriques. Et donc, comme c'est le sujet de notre journée, on peut avoir des NMOSD qui peuvent faire des épisodes maniaques, des troubles dysthymiques, de l'anxiété, de la psychose, des troubles alimentaires. Et le risque suicidaire semblerait plus important chez les patients NMOSD comparativement aux patients sclérose en plaques. Le VIH, ça reste quand même rare, d'accord, c'est de l'ordre de 1% des patients. Et donc, je voudrais attirer votre attention sur quelques éléments. D'accord, peut-être. Je vais poser. Ça, on est tranquille. Donc, il faut faire particulièrement attention lorsqu'on veut, soi-disant, diagnostiquer une forme monophasique de NMOSD, parce qu'en fait, l'intervalle entre les poussées, il peut être particulièrement long, de plusieurs années. Deuxièmement, voilà, ne pas se dire que comme la poussée elle est minime, ah là, c'est pas une NMOSD. On peut avoir des sévérités mineures dans notre optique poussée de NMOSD. Lorsqu'on a un patient qui a une coexistence AQP4, MOG, il faut vraiment se méfier et refaire effectivement le dosage des anticorps pour vérifier cela. Alors, exceptionnellement, on peut avoir ce qu'on va appeler des NMOSD entre guillemets paranéoplasiques, c'est-à-dire qu'ils vont accompagner un cancer, ça reste exceptionnel, mais il faut savoir y penser lorsque c'est un patient de sexe masculin, au-delà de 45 ans, ou lorsque il y a le syndrome nausée-vomissement. Il faut tester les anticorps préférentiellement pendant une poussée et idéalement avant d'instaurer les thérapeutiques. Donc, ça soit les IGIV, les échanges plasmatiques, la cortico ou les immunosuppresseurs. Et puis, le dosage de routine dans le LCR n'est pas recommandé. On va vraiment le laisser pour des cas qui sont particulièrement spécifiés. Alors, 2 petits mots sur les données du LCR chez ces patients. Donc là, c'est un article qui s'est intéressé aux données de la ponction lombaire chez les patients atteints de NMOSD. Donc 89 patients, 212 ponctions lombaires. Et donc en fait, 50% des patients vont quand même avoir de la cellularité positive sur le LCR. Les cellules, ça peut aller quand même jusqu'à 380 éléments. Donc c'est majoritairement lymphocytaire, mais on peut observer également des monocytes, des PNN et également des polynucléaires eosinophiles. Donc ce qui peut porter qu'on a parfois à confusion avec des épisodes infectieux. La pléocytose est plus fréquente et plus importante avec plus de polynucléaires eosinophiles pendant les poussées. Et puis, on peut observer des BOC chez environ 16% des patients. Et donc là, sans trop tarder, je vais attaquer les critères diagnostiques de la NMOSD, donc qui ont été publiés par Wingerschuk en 2015 sur Neurology. Et donc en fait, voilà, donc on va dichotomiser d'emblée, d'accord, les patients AQP4 positifs et les patients avec anticorps négatifs. Donc chez les patients qui ont des anticorps anti-AQP4 positifs, il suffit d'avoir un corps symptôme et la positivité des anticorps et bien sûr exclure les diagnostics différentiels, sachant qu'il faut faire le dosage des anticorps par technique CBA. Pour ce qui est des patients, par contre, qui ont des anticorps qui sont négatifs ou bien qui ont un statut inconnu par rapport aux anticorps, en fait, il faut avoir au moins 2 cours syndromes. Ces cours syndromes peuvent survenir soit au cours d'une même poussée, soit sur 2 poussées différentes. Et en fait, il faut que ça remplisse les critères suivants. Donc, le premier critère, il faut qu'au moins un corps syndrome fasse partie soit de la névrite optique, soit du registre de la myélite longitudinale extensive transverse, soit du registre du syndrome de l'area post-tréma. Le deuxième élément, c'est qu'on va avoir une dissémination dans l'espace, c'est-à-dire au moins l'atteinte dans 2 corps syndromes différents, et puis avoir les critères IRM de support. Donc pour les critères IRM, je vais pas passer trop de temps sur ça, mais en tout cas pour le nerf optique, une atteinte voilà donc de plus de la moitié du nerf optique, la moitié postérieure et donc ou du chiasma. Pour la myélite longitudinale donc transverse extensive, c'est plus de 3 vertèbres de hauteur. Et puis pour le syndrome de l'area post-tréma, ça va être appuyé si on a une lésion au niveau de la partie postérieure du bulbe sur l'imagerie. Et pour le syndrome du tronc cérébral aigu, c'est le fait d'avoir des lésions donc au niveau des régions péri-épendymères.
Il y a donc des drapeaux rouges auxquels il faut faire particulièrement attention quand on veut diagnostiquer donc une NMOSD. Donc à l'étape clinique 1, c'est la progression, qu'on a des symptômes en dehors, qu'on a des poussées, donc il faut quand même se poser la question d'une sclérose en plaques. Deuxièmement, d'accord, c'est lorsque le maximum des symptômes est atteint, que sur une durée de moins de 4 heures ou que sur plus de 4 semaines, le patient il continue à s'aggraver au-delà des 4 semaines. Lorsqu'on va avoir un tableau de myélite mais qui est partiel, et puis lorsqu'on aura des bandes oligoclonales sur le LCR, c'est vraiment le cas chez moins de 20% des NMO, alors que c'est quand même particulièrement fréquent dans la sclérose en plaques chez plus de 80% des patients. Voilà, donc c'est ce que j'avais à vous dire par rapport à la NMOSD. On va attaquer maintenant d'accord les aspects cliniques et les critères diagnostiques des MOGAD. Donc sur le plan épidémiologique, voilà, donc la MOGAD c'est quand même une entité plus récente que la NMOSD. On estime l'incidence annuelle de 1,7 à 3,4 millions, 3,4 par million d'habitants par an. Et dans la MOGAD en fait, il y a une distribution qui est biphasique. Donc le premier pic c'est la population pédiatrique et le deuxième pic c'est les adultes entre 20 et 30 ans. Et contrairement à la NMOSD, il n'y a pas de prédilection de sexe et il n'y a pas d'influence de l'ethnie. En ce qui concerne les manifestations cliniques, donc la première quand même, ça reste la névrite optique. Donc c'est certes la plus fréquente comme mode d'entrée en population adulte, donc de l'ordre de 50 à 65% des cas. Comme dans la NMOSD, l'atteinte est préférentiellement bilatérale, simultanée, donc ça peut aller jusqu'à 80% des cas. Là aussi, on a à dire qu'on a des symptômes, l'acuité visuelle est effondrée, donc on est entre mouvement des mains et contre les doigts. Et puis il y a deux éléments quand même qui sont orientateurs vers les MOGAD quand on a une névrite optique inflammatoire. Donc la première, c'est la présence de douleurs qui peuvent précéder en fait la neuropathie optique inflammatoire de quelques jours. Donc ça peut être en fait migraine-like et ça peut faire errer un petit peu le diagnostic. Et puis le deuxième élément qui est très orientateur, c'est quand même le fait d'avoir au fond d'œil un œdème papillaire puisque c'est retrouvé jusqu'à 80% des patients. C'est en général modéré à sévère et on peut avoir des hémorragies péripapillaires. Donc après traitement de la poussée, en général, les patients vont s'améliorer, mais quand même, on peut avoir des patients qui vont garder une acuité visuelle effondrée, inférieure à 20 sur 200. C'est quand même le cas chez 6 à 12% des patients. Il faut se méfier quand on est en train de dégraisser la corticothérapie ou lorsqu'on arrête la corticothérapie, les patients, ils peuvent faire des tableaux de crayon. Donc la deuxième manifestation clinique, là aussi, donc la plus importante, c'est la myélite. Donc pas de grande particularité à l'étape clinique. Le DSS va être supérieur à 4 chez quand même 50% des patients. Donc c'est essentiellement en population adulte, mais on la trouve aussi en population pédiatrique. Et puis il y a une particularité, on a des myélites dans la MOGAD, c'est que lorsque les patients récupèrent, ils vont quand même garder des troubles vésico-sphinctériens. Et donc souvent ce sont des patients qui vont avoir besoin de sondage intermittent. Alors, le syndrome du tronc cérébral, donc le syndrome de l'area postrema, il est possible, mais il est beaucoup plus rare que par rapport à la NMOSD. Donc, c'est environ 14% en population pédiatrique, 9% seulement sur les cohortes adultes. L'atteinte du tronc cérébral, souvent, elle va s'inscrire dans le cadre d'une EMAD. Et puis, voilà, cliniquement, c'est surtout de l'ataxie et de la diplopie. Pour ce qui est de l'EMAD, donc ça reste quand même la manifestation la plus fréquente en population pédiatrique, jusqu'à 60%. C'est particulièrement fréquent chez l'enfant de moins de 12 ans. Donc souvent, ça va être précédé par un épisode infectieux ou une fièvre. Et donc cliniquement, on peut avoir des tableaux d'encéphalopathie sévères, voire des tas de mal épileptiques, qui là aussi peuvent conduire à la ventilation mécanique. Donc souvent, l'amélioration est complète chez les enfants dans 70% des cas, mais il faut se méfier parce que on peut avoir des évolutions vers des patterns leucodystrophy-like dont le pronostic est moins bon. Donc la dernière manifestation à laquelle on va s'intéresser, c'est l'encéphalite cérébrale. Donc cliniquement, c'est un tableau d'encéphalopathie, donc troubles de conscience, convulsions, état de mal épileptique. On peut avoir également des troubles du comportement ou des mouvements anormaux, de la fièvre. Ça reste quand même rare, c'est uniquement 6,7% dans les séries, avec cette entité qu'on connaît bien qui est le FLAMES, c'est-à-dire qu'on a cet hyper signal au niveau des lésions qu'on va retrouver en flair chez les patients qui ont des tableaux d'encéphalite à anticorps anti-MOC positifs avec épilepsie. Et puis surtout, quand on a voilà, ces tableaux d'encéphalopathie, il faut savoir évoquer la comorbidité avec les anticorps anti-NMDA récepteurs et donc les doser dans le sérum et dans le LCR. En dernier, il y a eu des cas rapportés de clippers dans les MOGAD avec une atteinte pontocérébelleuse ou une subaiguë sans atteinte périphérique, bien répondant aux corticoïdes. Et puis on peut avoir là aussi rarement une atteinte des nerfs crâniens. Donc ce qui est rapporté dans la littérature, c'est vraiment que des cas du 5, du 3, du 4, du 6, du 8 et du 12 avec une amélioration sous bolus de corticothérapie.
Alors, qu'en est-il du profil pardon, des poussées et des rechutes? Donc, en général, les rechutes, elles vont survenir dans les 6 premiers mois, ou globalement dans les 2 premiers mois, dans la dégression ou l'arrêt de la corticothérapie. Le risque est estimé à environ 30% en population adulte dans un délai de 10 à 15 mois, et on a donc de 20% en population pédiatrique dans un délai plus long, d'accord, ça peut aller jusqu'à 7 ans. Et puis, il faut vraiment se méfier de la même façon que pour la NMOSD, puisque les intervalles interpoussés peuvent être particulièrement longs, et ça peut aller vraiment jusqu'à plusieurs années. Qu'en est-il des données du LCR? Donc voilà, donc sur cette étude, ils ont essayé d'analyser les données de 163 ponctions lombaires réalisées chez 100 adultes porteurs d'une MOGAD. Donc la pléocytose était présente là aussi chez 50% des patients. Elle était plus fréquente là aussi au cours des poussées, surtout lorsque c'est médulaire. Globalement, le nombre de cellules, il peut aller jusqu'à 463 éléments, donc c'est plus élevé au cours des poussées, notamment médulaires. Et puis là aussi, c'est essentiellement des lymphocytes, mais on peut avoir également des monocytes et des éosinophiles. Et donc les critères diagnostiques des MOGAD sont sortis en 2023. Donc ce sont les premiers critères internationaux à être adoptés. Et donc en fait, pour retenir le diagnostic, le patient il doit répondre aux 3 critères A, B et C. Donc le critère A, le patient il doit avoir un core syndrome, c'est-à-dire soit une néphrite optique, soit un tableau de myélite, soit un tableau d'EMAD, soit des déficits donc cérébraux, polyfocaux, monofocaux, soit des déficits cérébelleux ou du tronc cérébral, ou on a encore un tableau d'encéphalite avec atteinte corticale et épilepsie. Le deuxième critère qui doit aussi être rempli, c'est la positivité de la sérologie anti-MOG. Et dans cette situation, d'accord, soit que le patient va avoir un dosage des anticorps anti-MOG qui est franchement positif dans le sang. Et donc je vous ai mis le titre de positivité, d'accord, on considère que c'est positif franchement lorsque c'est supérieur ou égal à 1 sur 100. Et donc là, on n'aura pas besoin donc d'autres critères de support. Par contre, si le titre est faible ou si le titre n'est pas spécifié sur le dosage, ou bien si c'est négatif dans le sérum et positif dans le LCR, on aura besoin d'écarter une NMOSD, donc faire les anticorps anti-AQP4 qui doivent être négatifs, et puis avoir au moins d'accord un critère de support clinique ou IRM. Et donc, quels sont ces critères de support qu'on va donc rechercher? Donc, pour la névrite optique, c'est cette atteinte donc cliniquement bilatérale simultanée. C'est le caractère on va dire longitudinal, un peu extensif entre guillemets, d'atteinte d'une nerf optique sur plus de 50% de son trajet. C'est ce rehaussement de la gaine du nerf optique périneural qu'on va observer en IRM, et c'est l'existence de l'œdème papillaire au fond d'œil. Pour ce qui est de la myélite, c'est la myélite longitudinale extensive, mais c'est surtout à l'imagerie le signe du H, donc avec cette hypercilia qui va toucher le gris sur les coupes transverses, et puis l'atteinte préférentielle au niveau du cône médulaire. Et puis pour ce qui est de l'atteinte de l'encéphale, du tronc cérébral ou du cortex, eh bien ça va être la présence de lésions de pourtours qui sont pas très bien définies au niveau supratentoriel, mais également au niveau de la substance blanche infratentorielle, l'atteinte du gris, et puis l'atteinte au niveau de la protubérance du pédoncule cérébelleux moyen, ou encore au niveau du bulbe. Et puis si on a ces lésions corticales avec le rehaussement méningé en regard. Et puis bien sûr en dernier lieu, exclure les diagnostics différentiels possibles, notamment donc la sclérose en plaques. Alors pour finir mon propos, d'accord, on va se poser une question en fait à laquelle on va essayer de répondre à travers une étude. C'est dans la NMOSD, dans la MOGAD, est-ce qu'il y a un PIRA? C'est-à-dire est-ce qu'il y a une progression du handicap qui est indépendante de l'activité des poussées? Donc en fait, il y a ce joli papier qui est sorti, d'accord, sur multiple sclerosis and related disorders en 2023. C'est une étude rétrospective qui s'étend sur une dizaine d'années. Donc, ils ont sélectionné 49 patients NMOSD, 36 patients MOGAD, et ils les ont matchés 1-1 avec des patients atteints de sclérose en plaques, avec bien sûr les critères de sexe, d'âge de début de la maladie et de suivi, d'accord, qui étaient donc similaires entre les deux groupes. Donc pour la population étudiée, donc la majorité c'était des femmes. L'âge moyen de début était vers la trentaine pour les différentes pathologies, avec une durée moyenne de la maladie qui se situait entre 10 et 15 ans, sauf pour la MOGAD où ça a évolué en moyenne à partir depuis à peu près 4 ans. Et le DSS à l'inclusion des patients, il était donc plus bas, de l'ordre de 1,5 chez les patients CEP, il était un peu plus élevé, donc de l'ordre de 2 dans le groupe MOGAD et de l'ordre de 3 dans le groupe NMOSD. Et donc, ce qui ressort de cette étude, c'est que, en ce qui concerne le changement de l'EDSS pendant les périodes de liberté de poussée, eh bien, il n'y a pas de modification.
Pour ce qui est d'accord de la progression confirmée du handicap, indépendamment des poussées, on sait très bien que le PIRA est associé à la sclérose en plaques, mais il est rarement observé dans NMOSD et il n'est jamais observé dans la MOGAD, dans cette étude. Et puis, quand on a essayé d'analyser un petit peu aussi la progression sur le plan imagerie, est-ce que les patients font apparaître des nouvelles lésions T2 ou des lésions GADO+, sur les IRM de suivi pendant les périodes de rémission, on s'est retrouvé par le fait que dans les AQP4, on a uniquement 6% des patients qui vont faire apparaître de nouvelles lésions ou du GADO+, versus 34% des patients sclérose en plaques, matchés. Dans la population MOGAD, c'est de l'ordre de 5% uniquement, versus 47% des patients qui sont atteints de sclérose en plaques. Et donc, en effet, c'est statistiquement significatif en faveur de la sclérose en plaques, comparativement à la MOGAD et à la NMOSD. Et je vous remercie.